Raconte-moi autrement les OGM, une série d'émissions sur les ondes de Radio Zinzine. C'est la 18e émission dans cette série, avec aujourd'hui Hélène Todjman, qui est maître de conférence en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord et qui est également administratrice, fait partie du conseil d'administration d'InfoGM. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Nick. Peut-être on peut commencer par une petite présentation, si tu pourrais nous dire donc un peu comment ça se fait que tu fais partie, tu as des relations avec l'équipe d'InfoGM et sur le quoi tu travailles principalement à l'université donc Sorbonne Paris-Nord. Alors j'ai commencé par travailler vraiment sur les marchés, la marchandisation. Au début sur les marchés financiers, ensuite sur les marchés de manière plus large. Et puis mes préoccupations écologiques ont pris le dessus et je me suis intéressée au marché des semences et au marché agricole, au marché des semences, parce que j'ai aussi des agriculteurs dans la famille, donc ça m'intéressait beaucoup. Et c'est comme ça que petit à petit je suis arrivée aux OGM, d'autant que quand c'est apparu vraiment à la fin des années 90, j'ai été sensiblement extrêmement choquée de ce bricolage du vivant, quoi. Donc ça a joué aussi sur mes choix de sujets de recherche. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, c'était vraiment la proposition de l'équipe d'InfoGM qu'on aborde un sujet. Et je dois dire que chaque fois qu'on aborde un nouvel aspect lié à la question des OGM, on est de plus en plus effrayé par ce qu'on découvre. Ça ne va pas être différent aujourd'hui, je pense, parce qu'on va parler de quelque chose qui est très peu connu, mais qui aura des conséquences sans doute énormes pour nous tous, pour la planète, pour l'humanité, et ça s'appelle NBIC, une convergence. Et c'est quelque chose de, moi, j'avais pas entendu parler, et n'empêche, c'est vraiment quelque chose de très important et peut-être donc tu pourrais commencer par une sorte de définition de ce dont on va parler en fait. Oui, alors la convergence NBIC, c'est les scientifiques à la fin des années 90 qui se sont rendus compte qu'il y avait des convergences dans différentes disciplines. Donc N, c'est pour les nanotechnologies, B, c'est pour les biotechnologies, I, c'est pour les sciences de l'information, donc surtout le big data, l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc. Et C, c'est pour les sciences de la cognition, principalement les neurosciences en fait. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une convergence qui permettait que quand on mélangeait d'une certaine manière, ils appellent ça une fertilisation croisée de ces différentes technologies, ça permettait des avancées techniques phénoménales et de créer des nouvelles technologies qu'on n'aurait jamais imaginées 20 ans auparavant. D'accord. Et ce qui m'a frappé, parce que évidemment, j'ai essayé de me préparer un tout petit peu pour cette émission, donc j'ai regardé un peu sur Internet, etc. J'ai essayé de trouver des informations. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que, en fait, on en trouve très peu, très très peu. Wikipédia, des gens comme ça, ils ont des toutes petites pages, mais et ça ne correspond absolument pas à l'importance que ce phénomène va avoir. Donc, comment on peut expliquer ça ? Je pense, et d'ailleurs, en fait, c'est écrit en toutes lettres dans différents rapports, que comme ça, quand on lit, alors il y a eu un très gros rapport, il y a eu une conférence à Washington en 2001, et un rapport qui est sorti sur les actes de la conférence en 2002, et c'était écrit textuellement dans le rapport, il y avait plusieurs articles même, que on avait l'impression de lire un livre de science-fiction, complètement, avec des idées d'apprentis sorciers. Et c'était écrit vraiment textuellement noir sur blanc qu'il fallait pas effrayer les populations parce que c'était des innovations tellement disruptives, comme c'est un mot à la mode, qu'il fallait pas refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait avec les OGM première génération à la fin des années 90, qui avaient soulevé beaucoup d'indignation et de protestation. Et donc là, il fallait y aller à pas de loup, quoi. Et donc on utilise plein d'euphémismes, on dit jamais les choses clairement.
on avance masqué en fait. Il faut peut-être rappeler qu'à l'époque, Monsanto est devenu un peu le bête noire de beaucoup de citoyens, mais aussi des organisations environnementales, écologiques, etc. Et finalement, la possibilité de développer des OGM en Europe a été, notamment en Europe, mais a été quand même beaucoup circonscrit. Enfin, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, donc c'est ça qu'ils voulaient éviter cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Donc là, ils voulaient pas avoir tous les citoyens européens, surtout parce que les Américains ont pas le même genre de sensibilité à l'innovation technologique et au bricolage génétique ou nanotechnologique, parce que les nanos, c'est on bricole les atomes comme les biotechnologies bricolent les gènes, quoi. Et du coup, voilà, ils voulaient éviter de se mettre les citoyens européens à dos. Et il y a eu un second rapport qui est sorti en Europe en 2004, qui reprenait un peu le rapport de 2002 américain, mais avec des mots beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. On n'appelait pas ça convergence NBIC, mais technologie clé, des choses comme ça, enfin pour pas effrayer les populations, quoi. Voilà, et dans la petite conversation qu'on a eue avant cette émission, tu as utilisé la phrase technologie de rupture. Tu as aussi évoqué le fait qu'il y a une inspiration transhumaniste, donc peut-être pour continuer avec les définitions, enfin de quoi il s'agit, tu pourrais évoquer. Pour moi, technologie de rupture, je ne vois pas tout à fait ce que ça veut dire. C'est des technologies complètement nouvelles qui amènent des choses complètement nouvelles, comme par exemple Internet, c'est une technologie de rupture. Ça a changé nos vies. Comme quand la voiture est arrivée, ça a changé toute l'organisation du monde. C'est une technologie de rupture. Donc c'est ça, des technologies de rupture, c'est des technologies qui font que le monde et nos manières de vivre changent drastiquement. Donc il y a un mouvement qui est né dans la Silicon Valley plus ou moins dans les années 80-90 qu'on appelle le transhumanisme, où l'idée c'est de augmenter l'être humain, c'est leur mot, augmenter les performances de l'être humain grâce à la technique pour que l'être humain devienne plus performant, plus productif, plus intelligent, plus solide, plus facile à réparer. Ils emploient des mots de mécanique. L'homme va être plus facile à réparer. Par exemple, le directeur de l'ingénierie chez Google, qui est là depuis au moins 15 ans, qui s'appelle Ray Kurzweil, dit la vieillesse, grâce à ces NBIC, la vieillesse, la maladie et la mort sont des problèmes que nous pouvons désormais dépasser. Ils visent à l'immortalité, c'est des espèces d'apprentis sorciers, quoi. Ils ont une espèce de vision complètement prométhéenne de l'être humain et ils veulent pas mourir. Et derrière ça, il y a aussi les militaires. Alors, ça concerne évidemment des chercheurs dans toutes ces disciplines, mais aussi des grandes entreprises comme les GAFAM et les militaires qui sont extrêmement intéressés par tout ça parce que ça permettrait d'avoir des soldats augmentés. C'est-à-dire, on peut penser à des innovations qui font que on fait des greffes de cornée pour que les soldats puissent voir la nuit avec une vision infrarouge, des choses comme ça. Donc la DARPA, c'est l'agence justement de l'agence militaire américaine qui s'occupe des technologies de rupture, qui cherche la disruption. Et c'est par exemple la DARPA qui est à l'origine d'Internet, qui au début s'appelait ARPANET. C'est la DARPA qui est à l'origine du GPS. Donc eux, leur mission, c'est vraiment de chercher des technologies disruptives. Voilà. Peut-être ce qui serait important maintenant, c'est d'expliquer pour toi comment tout ça a sa place dans une série d'émissions sur les OGM, sur les organismes génétiquement modifiés. Ce phénomène va avoir un impact dans ce domaine-là. Oui,
énorme parce que, en fait, les biotechnologies, donc quand on parle d'OGM, on parle de biotechnologie, on parle de manipulation du vivant, avancent à grands pas, avancent vers où, je ne sais pas exactement, mais avancent grâce aux technologies de l'information, grâce au big data, grâce même aux nanotechnologies. On parle aujourd'hui de nanobiotechnologie pour faire par exemple les vaccins à ARN messagers qu'on a eu pour le Covid. On a utilisé des nanotechnologies et des biotechnologies ensemble pour faire des choses absolument minuscules qui puissent rentrer dans les cellules. On va aussi utiliser le big data, les algorithmes, l'intelligence artificielle pour séquencer industriellement des centaines de milliers de séquences génétiques pour essayer d'identifier quelles seraient les séquences intéressantes pour, par exemple, modifier la photosynthèse. Il y en a qui veulent faire ça. Ils veulent booster la photosynthèse parce qu'ils trouvent que la photosynthèse n'est pas assez efficace. Donc, on va utiliser tout cet arsenal technique dans les biotechnologies pour les rendre, elles aussi, plus performantes, augmentées. Il y a une idée, en fait, profonde derrière tout ça, qui est, on est en train de détruire la nature, mais maintenant, on a, grâce à ces nouvelles techniques, les capacités de produire une nouvelle nature. Donc, on va détruire, par exemple, les espèces qui nous embêtent. On a des moyens, je crois qu'il y a eu des émissions là-dessus sur le forçage génétique qui permet d'éliminer des espèces sauvages comme les moustiques qui transmettent le paludisme. Donc, grâce au gene drive, au forçage génétique, on va éliminer les espèces qui nous embêtent, mais grâce à la biologie de synthèse, qui est une espèce de manipulation génétique on va pouvoir créer de nouveaux organismes. Et donc, on va être en mesure de produire une nature plus efficace pour l'homme. Parce que l'homme est évidemment au sommet de la pyramide de la vie et la nature est à son service. D'accord. Quand tu parles de milliers ou énormément d'espèces, voilà, des séquences génétiques, là on parle surtout des plantes, peut-être des animaux et des micro-organismes. Oui. Des plantes, des animaux, des micro-organismes et des humains aussi. Et alors pourquoi c'est si intéressant? Alors par exemple, il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps qui est sortie en 2000, enfin il y a un moment déjà, en 2018, sur des séquences génétiques marines et sur 13 000 séquences génétiques marines qui allaient des micro-organismes jusqu'au cachalot. On s'est rendu compte que BASF, un des grands donc des semences et de l'agrochimie, possédait presque la moitié, parce que tout ça c'est sous brevet. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, en fait, l'enjeu derrière aussi, il est économique, parce que ça permet, comme c'est des inventions humaines, ça relève du droit de la propriété intellectuelle, et donc ces entreprises, elles déposent des demandes de brevets à tour de bras. Et 90% dans cette étude-là de séquences génétiques marines, 13 000 séquences, donc la moitié c'était à BASF, 30% ou plus de 30% c'était à d'autres entreprises, et il n'y avait que 10% à peu près ou 12% qui étaient à des entreprises, à des organismes publics. Ça veut dire que l'industrie privée est en train de s'approprier la base génétique mondiale. Donc c'est un phénomène énorme qui se passe là. Et c'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas trop, parce que ça ferait hurler beaucoup de gens s'ils le savaient. Oui, dans un article publié par Greenwashing Economy, c'est un site de gens très critiques par rapport à tout ça, il s'explique que c'est assez récent apparemment. Récemment, des scientifiques sont parvenus à créer le premier organisme vivant entièrement artificiel. Il s'appelle ça le xénobot. Et que cet organisme est capable de se déplacer, de se régénérer et de s'auto-reproduire. Ça m'a fait penser un peu à l'intelligence artificielle, dans le sens que là, on n'a pas plus besoin des humains pour réfléchir, pour de penser, de développer des concepts ou n'importe. Là, en fait, dans le domaine vivant, on crée quelque chose de complètement artificiel. Complètement. On
est en train d'artificialiser la nature à une vitesse phénoménale et on fonce sans penser à ce qu'on fait, quoi. Et c'est extrêmement dangereux, évidemment. Alors les enjeux, il y a des enjeux, je pense qu'il y a plein de raisons et je n'aurai pas le temps de rentrer dans toutes ces raisons, mais il y a d'abord la guerre économique que se livrent la Chine et les États-Unis en ce moment, depuis un certain temps déjà. Elle passe essentiellement, la guerre économique aujourd'hui, c'est une guerre technologique. Essentiellement, c'est sur le contrôle des technologies, le contrôle des brevets, donc qui possède quoi, qui contrôle quoi, etc. Donc c'est surtout ces deux grands pays. Alors l'Europe est un peu à la traîne, on pourrait dire, mais elle va essayer de rattraper son retard. Et aussi bien les États-Unis que la Chine investissent des dizaines de milliards de dollars dans les projets de recherche. Bon, la Chine a eu un plan sur l'intelligence artificielle où elle a investi des dizaines de milliers de dollars, de milliards de dollars, pardon. Et maintenant, ils font la même chose sur les biotechnologies. Maintenant qu'ils ont fait des grands pas en intelligence artificielle et ils sont en train de devenir les premiers au monde, où ils sont à égalité quasiment avec les États-Unis, pas encore complètement, mais ça va pas tarder. Et ben maintenant, ils s'attaquent aux biotechnologies. Donc, c'est vraiment des enjeux géopolitiques aussi majeurs, quoi, sur le contrôle des techniques. Si on parle du rôle actuel ou potentiel de l'Europe, ça m'a frappé un peu en regardant Internet, en marquant NBIC. En fait, on tombe surtout, pas beaucoup, mais quand même, des articles ou des études plutôt basées en Europe, pas que peut-être, mais surtout sur ce qu'on appelle l'éthique de tout ça. Oui. Et des mises en question, j'ai trouvé, il y a un think tank, comme on dit, NBIC Ethics, je crois que c'est basé à Bruxelles, et sa directrice, Laetitia Pouliguen, dit que si tout ça avance et ne s'accompagne pas d'une réflexion sur la nature de l'homme, la société risque de sombrer dans des dérives dystopiques et transhumanistes. Il y a aussi une amie qu'on connaît bien, Geneviève Azam, qui parle de délire prométhéen d'une maîtrise infinie du monde. C'est ça. Quand je parlais du Brice ou d'apprenti sorcier, de prométhéen, c'est un délire prométhéen, effectivement. Et les Européens sont un peu plus sensibles aux aspects éthiques, mais c'est toujours pareil, ils sont timides et régulés. Mais on peut pas réguler tout ça, ça avance à une telle vitesse, on peut pas les chercheurs, vous arrêtez de faire de la recherche là-dessus. Là, c'est les chercheurs qui vont hurler en disant on remet en question la liberté de la recherche, par exemple. Et puis, encore une fois, les intérêts derrière sont tellement énormes et puissants, aussi bien les intérêts militaires que les intérêts industriels, que c'est comme quand on parle de réguler la finance. Voilà, on voit ce que ça donne, on régule jamais rien, quoi. Là, c'est un peu la même chose. On va pas réguler les paradis fiscaux, on va pas réguler les NBIC plus qu'on a régulé les paradis fiscaux ou les marchés financiers, quoi. À mon avis, c'est du wishful thinking, quoi. C'est se bercer de douces illusions. Mais je veux dire, dans ces mêmes articles, cette même personne parle, nous, Européens, sont pris entre deux feux, d'une part les GAFAM américaines et d'autre part les BATX, les grandes firmes chinoises. Et j'imagine que le problème, c'est qu'aussi, quelque part, notamment les entreprises, mais aussi les commissions européennes, etc., ils ne veulent pas être complètement absents ou ils ne veulent pas perdre leur place ou potentiel quand même, un énorme secteur industriel. On court derrière avec, par exemple, Grenoble est un grand centre de recherche en NBIC. Il y a il y a plusieurs centres de recherche, mais qui travaillent ensemble, Minatech, le CEA, et toute une série de centres de recherche vraiment à la pointe de toutes ces recherches-là. Il n'y a pas qu'à Grenoble, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, etc. Donc, c'est toujours pareil dans l'économie capitaliste. Le capitalisme est un système qui ne peut pas rester statique. C'est, comme disait Schumpeter, un ouragan perpétuel. Donc il faut toujours trouver des nouveaux domaines de valorisation du capital. Et là, on a un énorme champ qui s'ouvre pour valoriser le capital différemment.
Hélène Torgman, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et après, je crois que ce serait utile d'évoquer quelques exemples. C'est plus palpable peut-être pour les auditrices et auditeurs. Tout à fait. Nous allons reprendre notre conversation avec Hélène Torgman. Je rappelle, c'est la 18e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM sur les ondes de Radio Zinzine. C'est une émission qu'on fait en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. Nous sommes en train de parler de la convergence des NBIC. Et je crois que Hélène, on va maintenant peut-être essayer d'évoquer quelques exemples pour que ce soit plus palpable, plus compréhensible de quoi il s'agit. Oui, parce qu'il y en a des centaines évidemment, donc c'est très difficile, mais je vais vous donner quelques exemples. Donc je parlais déjà par exemple de ces cornets et rétines artificielles pour avoir une vision infrarouge. Elon Musk qui va bientôt quand même co-diriger les États-Unis à une société qui s'appelle Neuralink, qui fabrique ou qui essaye de fabriquer des implants cérébraux pour augmenter les capacités cognitives des gens. Il y a eu des prototypes, alors je ne sais pas si c'est arrivé encore sur le marché, je pense pas, mais des prototypes de gens qui modifient les globules rouges. On va avoir des globules rouges augmentés. Donc là aussi, ça va passer par des techniques de manipulation génétique, entre autres, évidemment. Globules rouges augmentés qui permettraient d'absorber tellement d'oxygène que l'être humain, avec des globules rouges comme ça, pourrait rester 4 heures sous l'eau sans respirer. Il y a un grand pan de la recherche qui s'occupe des interactions entre l'homme et la machine pour, par exemple, faire ce qu'ils appellent des prothèses intelligentes, c'est-à-dire une prothèse qui serait commandée, branchée directement sur le cerveau. Ça veut dire que, en pensant, l'être humain qui aurait cette prothèse pourrait lui faire faire ce qu'elle veut. Donc évidemment, ça paraît pour des gens qui ont plus de jambes, ils pourraient remarcher. Donc évidemment, ça paraît un miracle. Et c'est un peu comme ça qu'ils vendent tout ça. Hein. Pareil, il y a une médecine génétique qui montre le bout de son nez en disant personne n'a le même génome, donc il faut adapter, il faut faire une médecine spécialisée, adaptée à chaque personne. Donc pour ça, il faut analyser son génome et mettre au point des médicaments qui soient exactement adaptés à son patrimoine génétique. Comme si on n'était que des... Je ferai remarquer au passage le réductionnisme scientifique absolument incroyable qu'il y a derrière cette vision. C'est extrêmement mécanique, c'est comme si on était réduit à un génome, alors que les scientifiques sérieux, les biologistes sérieux, savent très bien qu'on n'est pas entièrement déterminé par nos gènes, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle de l'épigénétique, qu'il y a des facteurs environnementaux, qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. On n'est pas que un génome. Bon, bref. Oui, j'aurais une question. J'ai vu que effectivement, il y a l'idée de pouvoir soi-disant améliorer, augmenter les capacités de connexion entre le cerveau humain et des machines. Alors ça, ce que j'ai vu, c'est parfois pour dire que la machine va réagir immédiatement, très très rapidement, ça va augmenter, accélérer le processus. C'est en général beaucoup cette question d'accélération va accélérer la capacité d'une machine de comprendre et de suivre ce que le cerveau veut communiquer en quelque sorte. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt aussi dans l'autre sens que finalement c'est la machine qui va imposer en quelque sorte des choses aux humains? C'est le risque, évidemment. On le voit déjà avec cette intelligence artificielle générative comme ChatGPT, etc., qui écrit à notre place. Donc, dans un monde dominé par les NBIC, il y a de moins en moins de place pour l'être humain et pour l'humanité. Et c'est un monde eugéniste en quelque sorte, où ceux qui décident, les plus intelligents,
ceux qui auront décidé de s'augmenter, de se mettre des implants, d'augmenter leur capacité cognitive grâce à la technique, eux, ils seront soi-disant supérieurement intelligents, et c'est eux qui prendront les décisions. Et tous les autres, ceux qui veulent pas fusionner avec la technique, vivront moitié au chômage, au revenu minimum. Il y avait un chercheur de cette mouvance-là qui, alors je me rappelle plus la phrase exacte, mais en gros, ce qu'il disait, c'est l'homme va fusionner avec la technologie pour s'augmenter. Et ceux qui refuseront de s'augmenter formeront une sous-espèce. Ce seront les chimpanzés du futur. Voilà. Lui, il s'appelait Kevin Warwick, apparemment. Kevin Warwick, c'est ça. Donc, c'est leur vision de la société, c'est-à-dire quelques êtres humains supérieurement intelligents parce qu'ils se seront augmentés grâce à la technique. Donc, c'est vraiment la vision transhumaniste typique. Et les autres, pauvres de nous, on fera comme on peut pour survivre. Et je voulais donner encore un ou deux autres exemples, parce que c'est de plus en plus utilisé. L'appareil, c'était quelque chose qui, il y a 20 ans, paraissait encore de l'ordre de la science-fiction, mais qui aujourd'hui se généralise dans l'industrie. C'est the Internet of Things, l'Internet des objets, où les objets communiquent directement entre eux, avec de moins en moins besoin d'êtres humains. Par exemple, dans les chaînes de valeur, le stock, par exemple, quand le stock d'un produit diminue, c'est la machine qui le voit et qui envoie directement des ordres à l'usine de production de produire de plus de telle pièce ou de telle pièce, etc. Il n'y a plus d'interaction humaine pour ça. Et de plus en plus, les filières économiques comme ça fonctionnent. Alors il faut des êtres humains pour programmer, évidemment. Il faut des êtres humains pour faire les programmes informatiques, pour tout ça, mais ça va fonctionner de plus en plus par objets communiquant entre eux. En fait, une grande partie de l'humanité, des gens, n'aurait plus vraiment de rôle. Voilà. Si on va, c'est la dystopie, quoi. Mais c'est tout à fait envisageable. Et il y a beaucoup d'études d'économistes qui sont pas d'accord entre eux sur les chiffres, mais qui disent quand même tous que beaucoup de travail va disparaître du fait de l'intelligence artificielle. Avant, on a commencé par remplacer l'école bleue par des machines, avec le taylorisme, avec même dès la révolution industrielle et surtout au début du XXe siècle. Mais maintenant, on remplace l'école blanche. On va remplacer les enseignants par des machines qui vont enseigner, paraît-il, mieux que nous. Puisque je suis enseignante, donc je me sens concernée. Autre exemple, pour vous montrer encore une fois le réductionnisme incroyable qu'il y a derrière tout ça, donc c'est-à-dire un manque de compréhension de ce que c'est que la vie en fait et le vivant. Il y a une nouvelle discipline issue donc de CNBIC qui s'appelle la microfluidique, qui fabrique ce qu'ils appellent des organoïdes, par exemple pour tester des médicaments, pour faire plaisir aux gens. Évidemment, je suis pas pour les expérimentations sur les animaux, on les fait souffrir, c'est affreux. Mais du coup, leur argument, c'est de dire on va créer des organes artificiels, comme ça on pourra expérimenter les médicaments sans avoir besoin de torturer les animaux, quoi, en gros. Mais ça veut dire quoi un foie artificiel, c'est pas un foie, ils vont prendre, ils disent, il y a 9 types de cellules qui composent le foie, et ben on prend quelques cellules de chacune de ces 9 types de cellules, on les met sur une puce électronique et on balance le produit qu'on veut tester dessus pour voir comment réagissent les cellules. Mais les cellules toutes seules, c'est pas un organe. Donc on n'est pas un organe, c'est un ensemble d'interactions, des centaines d'interactions ou des milliers d'interactions. Donc c'est une vision incroyablement simpliste du vivant. Sur ce sujet-là, parmi les articles que j'ai imprimés, mais j'ai trouvé effectivement sur le microfluidique, il y a un chercheur ici en France, au CNRS, Guillaume Velvet-Casquillas, qui est chercheur en microfluidique et biologie cellulaire à l'Institut Curie. Et il a créé justement une entreprise, LV6 Microfluidic Innovation Center. Donc c'est tout un article pour faire la louange de tous les mérites que pourraient être créés par ce système d'organoïdes, quoi. Oui, parce qu'il présente ça comme
ça va aider les progrès de la médecine, et c'est souvent comme ça que c'est vendu. Qui pourrait être contre des nouveaux médicaments qui permettraient de soigner le cancer ou de sauver des enfants? Personne peut dire je veux pas sauver des enfants. Donc c'est une manière, c'est leur manière de vendre quelque part leur technique. Par exemple aussi, grâce, si on peut dire, à la biologie de synthèse, c'est-à-dire des OGM+++, on fait ce qu'on appelle des porcs humanisés. C'est-à-dire qu'on modifie des cochons pour qu'ils aient des caractères, parce qu'on est très proche, paraît-il, d'un point de vue génétique, et du coup, de le rendre le plus proche possible de l'être humain. Comme ça, on pourra utiliser des cochons pour avoir des organes, pour des greffes d'organes, parce qu'on sait qu'on manque d'organes, de reins, de foie, de poumons, de cœur, pour faire des greffes. Et du coup, si on arrive à vraiment humaniser les cochons, on aura un réservoir infini d'organes qu'on pourra greffer aux gens qui en ont besoin. Donc évidemment, là c'est pareil, on fait miroiter à des gens qui sont malades et qui risquent de mourir une possibilité de ne pas mourir. Donc c'est sûr que c'est difficile d'être contre quand on le présente comme ça. C'est simplement qu'on voit pas toutes les implications qu'il y a derrière, quoi. Tu as déjà mentionné l'argument de justification très utilisé, mais également avec les OGM déjà depuis un moment, mais avancer la médecine. Ouais. Il semblerait qu'il y ait un autre domaine qui est peut-être un peu plus nouveau, mais c'est, soi-disant, tout ça pourrait aider à sauver la planète. Oui, tout à fait, ça c'est nouveau. Et ça, c'est dans quel domaine? Déjà, faire des plantes, toujours grâce aux OGM, faire des plantes qui résistent à la sécheresse, aux conditions extrêmes, aux inondations, faire des plantes, mais c'est ce qu'on disait déjà avec les premiers OGM, plus riches en nutriments, le riz doré avec de la vitamine A qui éviterait à plein de petits enfants africains d'être aveugles, etc. Donc c'est toujours les mêmes promesses, à part que ça va beaucoup plus loin aujourd'hui parce que on veut modifier le métabolisme profond de la plante. Avant, on insérait un ou deux gènes pour que la plante soit résistante, tolérante à un herbicide, ou fabrique elle-même son propre insecticide. D'ailleurs, c'est toujours, soit dit en passant, c'est toujours 99% des OGM cultivés aujourd'hui dans le monde, c'est toujours de ces deux types-là. Les plantes tolérantes aux herbicides et les plantes BT qui fabriquent un insecticide naturel. Les promesses de sauver sauver de la faim, par exemple, elles n'ont pas été tenues. Mais maintenant, on dit avec le changement climatique, avec des conditions climatiques beaucoup plus extrêmes, on va faire des plantes qui résistent à la sécheresse, qui résistent à des nouveaux ravageurs. Il y a des nouvelles espèces invasives, donc on va faire des plantes qui résistent aux espèces invasives. On va améliorer la photosynthèse, comme je le disais tout à l'heure. On va transformer, il y a des recherches là-dessus aussi. Tu sais qu'il y a des plantes, les légumineuses sont des plantes, c'est toutes les plantes à cos, les pois, les fèves, etc. Mais il y a des arbres aussi, comme les acacias. Donc toutes les plantes à cos sont des légumineuses et elles ont cette particularité très intéressante, agronomiquement parlant, de capter l'azote atmosphérique et par une symbiose avec des mycorhizes, des minuscules champignons sur leurs racines, les racines et les champignons restituent cet azote dans le sol, ce qui fait qu'on n'a plus besoin ou beaucoup moins besoin d'engrais azotés. Donc ils vont nous dire, vous voyez, c'est génial si on arrive à transformer des plantes qui ne sont pas des légumineuses comme le blé ou le riz, en leur transférant cette fonction particulière qu'ont les légumineuses, on n'aura plus besoin d'engrais azotés. Donc ça sera très bon pour la planète. Donc c'est écologique. Donc voilà le genre d'argument qui est avancé.
Il y a un autre domaine, semble-t-il, dans ce même chapitre de soi-disant sauver la planète, c'est les micro-organismes qui seraient capables de, par exemple, résoudre des problèmes de pollution ou peut-être sur la nappe de pétrole dans la mer. Ou absorber du pétrole après une marée noire, absorber des métaux lourds suite à un site industriel qui est laissé en friche, qui est détruit, qui est tout pourri, plein de pollutions multiples et variées. Il y a des tas de chercheurs qui travaillent sur essayer de mettre au point des micro-organismes, souvent à partir de rien, hein. Ils créent des nouveaux organismes. Pour l'instant, c'est surtout des micro-organismes qui permettraient de dépolluer. Donc là aussi, c'est vendu comme des innovations positives pour le monde dans son ensemble et pour l'écologie. Donc en fait, ceux qui seraient contre ça, ce seraient des anti-écologistes. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, puisque c'est basé sur une vision du vivant, encore une fois, qui est extrêmement simpliste, réductionniste, et donc il est absolument sûr que rien ne se passera comme c'est prévu. C'est évident. On comprend même pas comment la complexité des sols, par exemple. Hein, les chercheurs sur les sols, des gens comme Monsieur Delos, je me rappelle plus, Pierre-André Delos, hein, je crois, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est un des grands spécialistes des sols, il vous le dira. Les sols sont d'une complexité extrême. Il y a des centaines, des milliers de micro-organismes dans un centimètre cube de terre qui font des tas de choses, qui transforment la matière organique, par exemple les feuilles qui tombent et tout ça, en terre, en humus, et qui fait qu'on a des sols à peu près fertiles, de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus pollués, mais que c'est ça qui crée les sols. Et quand on va balancer des micro-organismes faits pour absorber la pollution, ça va faire quoi au sol? On n'en sait rien du tout. On comprend même pas comment les sols fonctionnent aujourd'hui. Donc là encore, on joue aux apprentis sorciers, quoi. On pense qu'on va tout contrôler. C'est pour ça que c'est prométhéen complètement. Et on pense, et en fait, non, on est dans un domaine que certains économistes, dont Keynes, appelaient incertitude radicale, c'est-à-dire non probabilisable. On ne peut pas faire de modèle qui prévoit ça. Et d'ailleurs, on le voit avec le climat. À chaque prévision du GIEC, qui utilise des modèles soi-disant compliqués, mais qui en fait sont assez simplistes dans leurs hypothèses, ils se trompent. On pensait aux accords de Paris, c'est il n'y a même pas 10 ans, c'était en 2015 qu'on allait réussir à maintenir... le but, c'était de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. En même pas 10 ans, on y est déjà. Alors que c'était à horizon 2100 ou 2050, je sais plus, 2050. On y est déjà. Et tous les ans ou tous les 2 ans, ils revoient leurs prévisions parce que ils ont une vision extrêmement simpliste du vivant et de la biosphère de manière générale. Je pense que je propose qu'on fasse bientôt encore une petite pause. Mais avant, tu as parlé de complexité. Il y avait une question que je voulais poser avant, parce que en fait, c'est un petit texte qui vient de votre livre, parce que ton livre, on va parler un peu plus à la fin de ton livre et d'autres sources, d'autres références. Mais quand on parle de NBIC, donc nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences de la cognition, et c'est marqué là, unis par un même langage, celui de la complexité. Ça veut dire quoi exactement le langage de la complexité? Alors, la complexité, c'est... il y a une branche des mathématiques à la frontière entre les mathématiques et la physique, qui est apparue dès le début du XXe siècle, mais qui s'est beaucoup développée depuis quelques dizaines d'années, sur ce qu'on appelle des systèmes complexes. C'est-à-dire des systèmes qui sont formés de tellement d'interactions, de rétroactions, de feedback dans tous les sens, qu'on ne peut absolument pas prévoir leur comportement global. C'est-à-dire que le tout est plus que la somme des parties. Hein. Et du coup, en gros, pour aller vite, c'est dur d'expliquer ce que c'est qu'un système complexe en 2 minutes, mais en gros, c'est un système dont on ne peut pas prévoir
le comportement global, parce qu'il a ce qu'on appelle des propriétés émergentes, c'est-à-dire des propriétés qu'on n'imaginait même pas qu'elles puissent arriver. Par exemple, la théorie du chaos qui a été pas mal utilisée avec cette idée d'effet papillon, hein, le battement d'une aile de papillon au large du Sénégal peut déclencher un cyclone dans le golfe du Mexique. C'est typiquement un système complexe où il y a plein de non-linéarités, il n'y a pas de loi de probabilité connue qui puisse rendre compte, décrire même le système, parce qu'il est trop compliqué. Et ces gens-là disent qu'ils font des systèmes complexes, mais en fait, quand on regarde dans le détail de leur modèle, ils font pas du tout de système complexe. Moi, j'ai regardé un peu certains modèles du GIEC, par exemple. Ils utilisent des hypothèses. Alors là, ça devient un peu technique, mais je suis désolée. En probabilité, on a différents types de lois de probabilité, et ils utilisent la plupart du temps des lois de probabilité hyper simples. Une des caractéristiques, c'est de minimiser complètement la probabilité d'événements extrêmes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a complètement minimisé la probabilité de sécheresse extrême, d'inondation extrême, de tous les événements extrêmes qu'on voit se multiplier, parce qu'en fait, ils ont utilisé des lois normales, ce qu'on appelle des lois normales, des lois gaussiennes, à la base de leur modèle, alors que il y a des mathématiciens, en particulier un mathématicien français qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui a travaillé dans les années 60, qui a montré que ces lois-là ne permettaient pas de décrire ce qui se passait dans le monde, parce que c'est beaucoup trop simple, c'est simpliste même. Du coup, il y a cette science de la complexité, ou ces sciences de la complexité, qui essayent justement de complexifier les modèles, mais du coup, c'est des choses, du coup, on peut plus rien prévoir, quoi, en fait. Voilà. Ok. Petite pause musicale. Poursuivons notre conversation avec Hélène Todjman, maître de conférence en économie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Sur cette mystérieuse et assez effrayante histoire des NBIC, on va conclure donc cette émission. Peut-être avant de venir à qu'est-ce qu'on peut imaginer comme moyen de contrer tout ça, il y a quand même InfoGM qui travaille là-dessus, il y a sans doute d'autres associations, etc. Je voulais quand même que tu évoques la position de notre président Emmanuel Macron, parce qu'apparemment il est également très favorable à tout ce qui peut réindustrialiser. Voilà. Il est complètement, c'est la Startup Nation, quoi. C'est dans un discours que ça, c'est la pénibilité au travail du travail de chercheur. Je me suis tapé 2 heures de discours de Macron à prendre 10 pages de notes, et il a prononcé dans ce discours, c'est en mai 2023, où il présentait son programme de réindustrialisation verte. Il faut voir encore une fois toujours le langage, hein. Il faut vraiment, parce que c'est un oxymore. Réindustrialisation verte, ça veut rien dire, quoi. C'est comme la croissance verte, c'est une contradiction dans les termes, hein. Et il a prononcé des dizaines de fois le terme accéléré, et il a même à un moment parlé de hyper accéléré. Il faut hyper accélérer. C'est-à-dire qu'on est lancé dans une espèce de course folle à l'innovation, qui est le mot magique aujourd'hui, enfin un des mots magiques aujourd'hui, une course folle à l'innovation sans prendre le temps de penser ce que l'on fait. Et ça, c'est très très grave à mon sens, parce que on ne sait pas du tout où on va, mais on y va à fond. On va à fond dans le mur, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok. Alors, le problème, j'imagine, pour des gens comme toi, mais pour l'équipe d'InfoGM et d'autres associations, c'est que autant ceux d'en face, ils travaillent dans ces 4 domaines qui sont extrêmement liés. Pour pouvoir contrer tout ça, il faut aussi arriver à comprendre tous ces différents éléments, et c'est des choses qui ne sont pas simples. Donc, ça demande beaucoup de travail.
il y a des réseaux, enfin, je sais pas, des... Il y a plein d'associations quand même qui travaillent, comme GMO Watch, comme il y en a d'autres, il y en a plein. Là, j'ai pas la liste sous le nez. Oui. Comme Corporate Europe Observatory, par exemple, qui regarde le travail de lobbying de toutes ces entreprises qui, en Europe, qui font passer, qui s'opposent à toutes les lois qui pourraient limiter cette évolution. Et il y a des dizaines de milliers de lobbyistes qui ont un peu pognon de dingue, comme dirait notre cher président, pour faire pression sur les eurodéputés, par exemple, et sur la Commission européenne. Et nous, à côté, on est on est la mouche qui pique de Socrate, mais on peut pas faire grand-chose de plus. On est tout petit, on n'a pas d'argent, on n'est pas financé. On peut faire que avec nos petits bras et nos petits cerveaux, réfléchir, alerter, faire des conférences ou des émissions comme la tienne pour essayer d'alerter les gens, mais c'est très difficile de lutter face à un tel pouvoir. Il y a un rapport de force qui se joue, qui est malheureusement pas du tout en notre faveur. Donc je dis pas qu'il faut arrêter de combattre, je pense qu'il faut continuer à combattre. Il faut essayer de parler le plus possible de ça, essayer de donner envie aux gens de lire des livres comme le mien, sans me faire de la pub, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ce genre de choses. Donc je rappelle le titre, excusez-moi de mon petit moment d'autosatisfaction, La croissance verte contre la nature, qui est paru aux éditions La Découverte, et il y a une version en poche. Mais il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas beaucoup qui travaillent sur ces choses-là, dans mon milieu en tout cas. Tu as parlé, quand on a préparé cette émission un peu, d'une association canadienne, ETC, c'est ça? ETC Group, ouais. Eux, ils travaillent, ils ont commencé à travailler sur les semences. Ils ont suivi un peu le même genre de chemin. Et aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup, ils suivent beaucoup, toujours les semences et l'agriculture, mais aussi les NBIC, de manière plus générale, parce que, justement, les biotechnologies s'inscrivent dans ce paradigme. C'est un nouveau paradigme scientifique, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un nouveau paradigme scientifique. Et la question des manipulations génétiques est au cœur de ça, quoi. Oui, j'ai trouvé effectivement sur Internet ETC Group, donc c'est tout simple, c'est etcgroup.org. Empêcher l'érosion des droits et de la biodiversité. Ils travaillent sur effectivement plein de domaines comme les semences, etc. Donc ça, c'est une très bonne ressource. Oui, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses sur leur site. Ils font des rapports très réguliers. Il y a Oxfam qui travaille aussi sur des choses comme ça. Il y a Grain. Il y a tout un certain nombre d'associations. Mais encore une fois, face à la fondation Bill Gates qui est derrière la plupart de ces projets, qui finance une grande partie de ces projets, et d'autres fondations, Rockefeller et quelques autres, face à ces gens-là et les GAFAM et nous on est des petites fourmis, quoi. Oui, c'est pourquoi à la fin de chaque émission, on en rappelle que c'est important de suivre, mais aussi de soutenir l'équipe d'InfoGM. C'est possible de le faire sur le site infogm.org parce que c'est un travail immense que fait votre réseau. Parce que je rappelle que toi, tu fais partie du conseil d'administration, je crois. Oui. Voilà. Mais bon, j'ai été économiste et j'ai dû me mettre à la biologie quand même, de manière autodidacte. Donc ça demande énormément de travail. Oui. Et ce que je voudrais dire, peut-être pour finir, c'est qu'il faut soutenir InfoGM, bien sûr, mais de manière générale, il faut soutenir tous les médias indépendants. Tous les médias indépendants, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, qui font des vraies enquêtes, du journalisme d'investigation, donc des médias comme Blast, comme Off Investigation, comme Basta, comme... j'en oublie certains, je suis malheureusement désolée pour eux. Ils font aussi. Reporters, évidemment. Voilà. Tous ces médias indépendants, il faut absolument les soutenir, parce que tous les autres, ils sont soit dans les mains de l'État, qui resserre sa poigne de plus en plus. Ils ont failli faire disparaître quand même l'émission de Mathieu Vidard, La Terre au carré, sur France Inter.
et c'est parce que les gens se sont manifestés en disant on veut pas que cette émission disparaisse, que pour l'instant elle existe encore, mais ils reviendront à l'attaque l'année prochaine. Et puis la presse privée, elle est, comme je vous le rappelle, aux mains de quelques milliardaires qui soutiennent tous ces projets-là, parce qu'ils en profitent, bien sûr. Très bien. Est-ce que, peut-être juste pour finir, tu pourrais rappeler le titre de ton livre et peut-être c'est publié par qui? Oui, alors c'est La croissance verte contre la nature. La première édition, c'était en 2021, et il y a eu une deuxième édition en 2024 avec une postface inédite, où j'ai réactualisé justement un petit peu. Donc ça coûte moins cher, c'est en poche, et c'est publié à la Découverte, aux éditions de la Découverte. Et si j'ai bien compris, il y a le premier chapitre, c'est particulièrement sur cette fameuse Sur les convergence NBIC. NBIC, mais ça parle aussi d'autres, le machine contre humain, les nanotechnologies, etc. Oui, et ça c'est le premier chapitre, parce qu'après j'ai un deuxième chapitre sur les agrocarburants, pour montrer la bioéconomie de manière générale. J'ai un troisième chapitre sur les semences et les brevets. J'ai deux autres chapitres sur les nouvelles méthodes de conservation de la nature qui sont complètement folles. Là aussi, c'est le marché. En gros, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que c'est le marché, le capitalisme, d'un point de vue économique, fonctionne sur deux piliers, le marché et la technique. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer, soi-disant, de sauver la planète? Encore plus de marché et encore plus de technique. Donc c'est une impasse totale. C'est un paradoxe et c'est une impasse totale. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre en utilisant plusieurs points d'entrée différents. Voilà. Mais merci Hélène Torgeman pour tout ça. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Restons en contact aussi grâce à l'équipe d'InfoGM et voilà, on a découvert avec un peu d'effroi tout un nouveau phénomène, mais bon, c'est mieux de le savoir que de ne pas le savoir. Absolument, absolument. Faut pas faire l'autruche. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était donc Raconte-moi autrement les OJM, 18e émission de cette série, la convergence des NBIC, avec Hélène Torgeman, maître de conférence en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord et membre du conseil d'administration d'InfoGM.